on touche un sujet qui est un sujet absolument capital. On a fait une étude, nous, chez NIL, par exemple, sur le rôle des CPTS, et on s'est aperçu que c'est très certainement la structure qu'il faut qu'il faut créer sur la globalité des territoires pour pouvoir apporter un service à la population qui soit un service de qualité. Et pour illustrer ça, Eric et Renaud nous ont demandé donc d'organiser ce débat. On avait déjà fait un Café Nil il y a à peu près 15 jours, si mes souvenirs sont bons, où il y avait pas mal de participants. Et là, donc, on relance le process de discussion avec un objectif qui est poser toutes les bonnes questions pour créer les CPTS. Emparez-vous du phénomène des CPTS. Que les pharmaciens s'en emparent, c'est très important. C'est pas qu'il n'y a pas que les médecins qui doivent s'emparer des CPTS ou les élus locaux. Il y a vraiment tous les acteurs de la santé doivent pouvoir se doter d'une CPTS pour pouvoir travailler en particulier en interpro, parce que c'est tout à fait capital qu'on travaille en interpro. Et donc voilà, le sujet de ce soir, c'est comment on peut bénéficier d'une CPTS, monter une CPTS, et agréger tous les acteurs de cette communauté professionnelle autour d'objectifs qui sont des objectifs simples, qui sont des objectifs médicaux. Médicaux, ça ne veut pas dire de médecins, ça veut dire des objectifs qui servent la population. Et la CPTS 8 est vraiment un très bel exemple pour le faire. Alors, ce qu'on a découvert en plus avec les présentations de Renaud et d'Éric, c'est que lors de ce rendez-vous qu'on a eu il y a 15 jours, c'est que ça permettait aussi d'avoir une vision en profondeur de ce qui se passe sur le territoire, qui est tout à fait passionnant. On s'aperçoit qu'il y a des contrastes qui sont majeurs entre différents territoires. Moi, je suis par exemple élu local dans un petit village du Nord-Côte d'Or, et donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques de territoire que ce qui se passe dans le 8e arrondissement à Paris. Et pourtant, j'aurais tendance à penser, quand Eric nous a présenté les chiffres de la population du 8e arrondissement, que notre population dans ce petit coin de Bourgogne est peut-être en meilleure santé que la population du 8e arrondissement. Donc, c'est très intéressant de voir qu'au niveau des territoires, la CPTS peut permettre justement de s'adapter à des situations qui sont des situations très précises, pouvant mobiliser des acteurs qui sont des acteurs intraterritoriaux et pouvant créer des synergies pour le bien de la population. Et je voudrais tout de suite passer peut-être la parole à Renaud pour qu'il nous dise pourquoi on le fait au sein de l'URPS. Et puis, qu'est-ce qu'il pense justement du phénomène des CPTS et pourquoi les pharmaciens doivent absolument s'en emparer. CPTS, c'est quand même un mot barbare qui veut dire communauté de professionnels du territoire de santé. On est bien, on parle pas de médecins, on parle pas de pharmaciens, on parle pas d'infirmiers, on parle communauté de professionnels du territoire de santé. Pourquoi ? Parce que tu l'as dit et tu as complètement raison, deux territoires ne se ressemblent quasiment jamais. Voilà. On a nos particularités, on a nos habitudes, on a nos pathologies, on a nos arbres, on a nos forêts, on a nos... voilà. Bref, donc on ne peut pas, et d'ailleurs nos dirigeants ont voulu avoir donné la main aux professionnels de santé d'un territoire pour essayer de gérer au plus près les problématiques identifiées par ce territoire et ressenties par les professionnels de santé. Et non pas que ça vienne d'en haut. Le sujet, là, il est vaste. Ce n'est pas un lieu de corporatisme. Ça ne devrait pas être un lieu de corporatisme. Tu l'as dit, médecin, machin. Non. On est des professionnels de santé et on a tous besoin les uns des autres dans un but unique qui est celui d'accompagner le patient. On doit apprendre à se connaître les uns et les autres. D'ailleurs, la première journée nationale de l'URPS, c'était Vie ma vie un petit peu.
l'idée, c'était Vie ma vie. Et l'idée, c'était de dire, et c'est sorti de là, c'est que cette expérience entre les professionnels de santé avec des URPS, c'était connais-moi pour que je puisse mieux t'aider. Voilà. Ou que tu puisses mieux profiter de moi. Et puis on les rentré. Donc c'est un lieu de connaissance, et puis ça doit être un lieu d'échange. Et enfin, ça doit être un lieu de santé publique. On voit bien qu'aujourd'hui, la denrée rare dans la santé, c'est le temps médical. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc ça ne sert à rien à tout réfléchir auprès du médecin. Il n'a plus le temps, il est débordé. Alors, si c'est pour que ce soit une secrétaire qui fasse le boulot à la place du médecin, tant qu'à faire que ce soit un autre professionnel de santé, je pense que ce serait a priori mieux fait. J'imagine, alors qu'on a évidemment besoin des assistantes et des secrétaires, et ce n'est absolument pas vrai. Donc, on a des objectifs qui sont communs, l'accès aux soins, etc., et on doit avoir une obligation, c'est le partage des données. Évidemment de façon confidentielle, évidemment dans le respect de la personne, évidemment en respectant bien sûr le RGPD, mais aussi les données de santé, mais c'est surtout pour que tous les professionnels de santé puissent être toujours au même niveau d'information sur un patient qu'ils ont pris en charge, et au premier rang desquels, évidemment, le médecin. Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire de la santé sans qu'il y ait un médecin. Donc comme ça, c'est pas la peine qu'on se batte, les choses sont dites. Et moi, je ne serai plus jamais médecin. Donc comme ça, le problème est réglé. Je vais essayer de faire à peu près correctement mon boulot. Mon boulot qui est quoi? Qui est le premier recours, qui est probablement une garde de triage, c'est-à-dire qu'étant donné on a une problématique de temps. Donc tant qu'à faire que l'on puisse orienter la bonne personne au bon moment, au bon endroit. D'ailleurs, avec une étude que l'on a fait sur la région Île-de-France avec Tous pour ma santé, on a identifié, alors avec les éléments sociaux, culturels dont on a parlé, on a identifié que dans tous les secteurs où il y avait une organisation entre les professionnels de santé, le pharmacien, c'était celui qui orientait le mieux, et que c'est là où on avait le moins besoin des urgences à l'hôpital, et que l'essentiel des problèmes se réglait soit à la pharmacie, soit alors avec le professionnel qui va bien, je sais pas, un petit bobo à la papate, une entorse ou je ne sais trop quoi, le kiné, ou besoin de l'infirmière ou de la sage-femme, et évidemment le médecin, et que l'on avait un vrai travail d'orientation de la personne. Voilà pourquoi la CPTS, et donc je pense, et je suis ravi d'avoir des confrères et des consoeurs plutôt, et des confrères autour de la table, mais les deux, il faut être dans les CPTS. Il faut que le pharmacien se fasse entendre en tant que professionnel de santé. Voilà, on est ceux qui voient le plus de monde. On est ouvert 24/24, 365 jours par an. On est à la disposition des patients. On a 4 millions de passages jour, et la moitié des 4 millions ne sont pas des personnes avec une pathologie. Donc, on est les mieux placés pour faire de la prévention, du dépistage, de l'éducation à la santé, en plus de ce que l'on fait déjà très bien les uns et les autres. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non seulement tu n'as pas été trop long, mais tu résumes parfaitement l'objectif de cette réunion. Je crois que c'est justement de savoir comment créer une communauté de professionnels pour faire en sorte d'apporter au service de la population quelque chose qui est tout à fait adapté à ces caractéristiques qui sont des caractéristiques propres. Et alors justement, j'aimerais bien, Eric, que tu nous parles un peu de CPTS 8 et de ses caractéristiques, parce que je pense que cet exemple est assez fabuleux, cette caractéristique de population que vous avez sur le 8e arrondissement qui en fait un cas tout à fait particulier. Bonsoir à toutes et à tous, Éric Millon, pharmacien installé dans le 8e arrondissement de Paris et donc président de la CPTS 8. Ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, parce que j'ai 10 minutes pour convaincre les confrères et les consoeurs présentes qu'il faut participer au CPTS, voire les monter quand elles n'existent pas, et aussi de vous rassurer. C'est vrai que le terme est un peu barbare, il n'est pas très rassurant, il est long, il est impossible d'expliquer aux patients.
mais la CPTS, c'est enfin l'occasion de casser les silos au niveau du territoire et de bosser ensemble pour offrir un meilleur parcours de soins et de prévention à nos patients. Et ça, jusqu'ici, permet de créer des choses qu'on n'a jamais pu créer. Alors, je ne vais peut-être pas trop revenir sur les spécificités du 8e arrondissement qui sont assez intéressantes. C'est un vrai arrondissement de contraste. Mais ce que je propose, c'est de vous expliquer en quelques diapos comment se monte une CPTS, comment s'intègre une CPTS, et puis quelques exemples concrets, mais un peu choisis, de tout ce que la CPTS peut apporter aussi bien aux patients qu'aux pharmaciens, qu'aux autres professionnels de santé, dans le cadre des réponses qu'elle doit apporter aux différentes missions. Parce que c'est aussi, il y a des missions à répondre, hein. Ce n'est pas juste une communauté sympa où on boit des coups, il faut aussi répondre à des missions de santé publique, à des missions de prévention. Et donc tout ça, il faut que ce soit structuré. Sur cette première diapo, il y a 2 noms. Le premier nom, c'est Myriam Sarah Hassani. Je ne peux pas ne pas la citer. C'est notre coordinatrice. Une CPTS, il faut la monter, mais il faut la faire vivre. Pour que la communauté vive, vous avez besoin de quelqu'un qui soit efficace et pertinent pour la gestion de la coordination des équipes de soins. Et nous, on a la chance d'en avoir une extraordinaire. Après, le fait qu'elle soit infirmière en pratique avancée, je pense, est une très bonne chose. De nombreuses PTS ont choisi ce type de personnes pour gérer la coordination. Ça a plusieurs avantages. On a quelqu'un qui connaît le soin et on a quelqu'un qui ne va jamais générer la moindre inquiétude si l'ensemble des professionnels de santé. Ce n'est pas un pharmacien qui pourrait, par une action un peu mal organisée, donner l'illusion qu'il va récupérer les patients des autres. Ce n'est pas un médecin qui pourrait faire la même chose. Là, on est sur une IPA. On pourra en reparler, hein, c'est un vrai sujet. Les IPA n'ont pas aujourd'hui assez de capacité dans la mise en place des soins par rapport à leurs compétences, mais en tout cas, c'est très agréable et très efficace pour faire vivre la communauté. Alors, qui intervient dans une CPTS? En fait, je vais faire simple, de toute façon, je l'ai dit que j'allais vite, donc tout le monde, tous les professionnels de santé, comme ça je suis sûr d'en oublier aucun, mais aussi bien évidemment le médico-social, les dispositifs d'aide à la coordination ou les M2A, maisons des aidés et des aidants, et aussi l'ensemble des acteurs politiques du territoire. Assez souvent, vous le verrez, dans une CPTS, vous avez besoin, mais c'est assez réciproque, d'essayer de travailler en bonne intelligence avec la mairie, la communauté de communes ou les autres acteurs politiques présents, parce qu'ils peuvent être un très bon relais dans la communication des actions de la CPTS et surtout un très bon soutien dans l'organisation et la mise à disposition de salles. Quels sont les financements d'une CPTS? Là aussi, je tiens juste à le préciser, c'est intéressant, on n'est plus dans les réseaux Soubi 2002-2005 où il fallait construire un réseau et si ça fonctionnait, il y avait un peu d'argent. Là, non, là, il y a de l'argent pour mettre des choses en place. Donc oui, c'est logique derrière qu'on soit attendu sur des objectifs et sur des rendus, mais il y a un financement possible. Le premier financement est un financement réalisé par l'ARS à hauteur maintenant de 50 000 euros. Nous, quand on a lancé, c'était plutôt 30 000 euros, mais c'est très bien, c'est un financement qui permet de faire un diagnostic du territoire. Et ça, c'est une partie en fait très intéressante, que je pensais un peu administrative et rébarbative, mais pas du tout. Ça vous permet de découvrir vraiment comment votre territoire est organisé en termes de démographie, d'accès aux soins, d'acteurs présents. Et ensuite, il faut travailler un peu plus les données, mais vous avez déjà comme ça un moyen de savoir comment votre territoire est organisé. Une fois que vous avez ce diagnostic, il faut, en tant qu'acteur de la CPTS en construction, faire part de projets pour que ces projets soient validés par les 2 acteurs financeurs que sont l'ARS et la CEPAM, pour que vous puissiez passer d'une association de préfiguration d'une CPTS à une CPTS. Ensuite, ces CPTS vont donc devoir répondre à différentes missions. Et pour répondre à ces missions, il y a donc des budgets alloués, des budgets pour le fonctionnement et des budgets pour la mise en place des missions et leur atteinte. Ces budgets sont assez conséquents. Ils vont être définis par la taille du territoire. On parle de CPTS taille 1 s'il y a moins de 40 000 habitants, taille 2 entre 40 et 80 000, taille 3 entre 80 et 175 et taille 4 au-dessus de 175 000 habitants. Je ne reviendrai pas sur le fait que ne parler que d'habitants est parfois un peu limité, surtout quand vous avez des quartiers ou des arrondissements un peu comme le nôtre, où nous avons 36 000 habitants, 400 000 passages jour à la gare Saint-Lazare et 240 000 salariés qui viennent y travailler. C'est un autre débat, on l'ouvrira plus tard si besoin, on va essayer d'aller à l'essentiel. Et ensuite, donc les budgets, alors je ne sais pas si on voit bien les chiffres, ils sont tout petits, mais pour vous donner une idée, c'est entre, si les objectifs sont atteints, et tout n'est pas donné dès le début, entre 280 000 et 580 000 euros. Ça permet quand même d'avoir des personnes qui vous accompagnent et de construire des projets où vous pouvez dédommager les professionnels de santé qui participent et, si besoin, investir dans du matériel. Grâce à la dernière CPR, j'ai quelques diapositives à vous présenter sur l'état des lieux en Île-de-France. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a à date 120 CPTS dites reconnues. Reconnues, ça veut dire qu'on a soit un projet qui a été déposé, ça c'est le cas de 46 CPTS,
soit l'ACI, accord conventionnel interprofessionnel, a été signé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on passe de ce statut de préfiguration à CPTS. Vous avez utilisé vos 50 000 € ou pas, vous avez fait votre diagnostic, vous signez l'ACI une fois que votre projet de santé est validé. Là aussi, c'est challengé, l'ARS et la CPAM peuvent vous demander d'adapter, de modifier, d'enrichir votre projet de santé par rapport aux besoins populationnels que eux ont ressentis, qui ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. On va se mentir, quand vous créez une CPTS, tout est un peu biaisé par votre propre ressenti, vous par rapport à vos habitudes avec vos patients et les expériences vécues par les autres professionnels qui l'accompagnent. Ce n'est pas précisé, c'est important de le rappeler, pour monter une CPTS, il faut 2 médecins et un autre professionnel de santé. Pharmacien, donc, comme on le voit, la population couverte n'est pas du territoire. Alors, sur cette grande diapo, on ne le voit pas très bien, mais on voit que les zones qui sont encore le plus à construire en termes de CPT, les zones blanches sont les zones où il n'y a pour l'instant pas grand-chose, ou des propositions en cours, mais pas de CPTS construites et efficaces ayant signé l'ACI. Donc, on se retrouve essentiellement dans le nord du Val d'Oise, dans le nord de la Seine-et-Marne, et c'est assez surprenant, tout autour des portes parisiennes. On pourra regarder ça un peu plus précisément. Vous vous dites, OK, super, mais moi, je suis à tel endroit, je fais comment pour trouver ma CPTS ou savoir s'il n'y en a pas? Ça, c'est assez bien fait, c'est pas actualisé à la seconde, mais il y a un site qui est quand même pas mal. Rizone CPTS, vous allez dessus, et là, vous pouvez assez sereinement zoomer ou essayer de taper le nom de votre arrondissement ou votre ville, et vous allez plus ou moins le trouver. Bon, des fois, le site, il bug un peu, des fois, il est un peu mal, mais dans l'ensemble, on peut y arriver quand même. Et donc, vous avez aussi, sur ce site, c'est pas inintéressant, vous pouvez retrouver les cliniques, les hôpitaux, les MSP, vous pouvez trouver plein de choses qui vont vous permettre, là aussi, de mieux maîtriser votre territoire. Suivant, on voit donc, comme je le disais, par exemple, qu'autour de Paris et le 16e arrondissement sont des zones blanches. Alors, c'est pas complètement actualisé. Le 16e arrondissement a, au cours du mois de juin, signé son ACI. Dans le 16e arrondissement, la CPTS est clairement définie et précise. Sur les autres zones blanches, quand c'est en construction ou en projet, malheureusement, ce n'est pas Rizone qui va vous donner l'accès aux autres professionnels de santé qui ont fait une demande ou un acte de candidature. Cet acte de candidature doit être validé par l'ARS. Et après, c'est assez simple. On est une communauté, donc c'est hyper ouvert. Il faut être ouvert, sinon ça ne marche pas. Tout le monde va travailler ensemble. Donc, diapositive suivante. On avait une consoeur qui voulait savoir si éventuellement il y avait une CPTS présente dans la ville de Clamart. Et là, la zone est blanche, donc mais il est quand même marqué qu'il y a un projet en cours. Donc ensuite, il faut repartir vers la RS ou vers la CPAM pour essayer de savoir s'ils sont clairement définis, quels sont les acteurs qui ont fait acte de candidature. Et ensuite, il faut les solliciter pour les rejoindre et travailler avec eux à la mise en place du projet de santé. Là, c'est encore un chiffre qui montre qu'on est à quasi... Alors, dans l'Essonne et à Paris, on est normalement à 100% de couverture, et dans le reste de l'Île-de-France, on est quand même au-dessus des 82%, ce qui est quand même pas si mal, ce qui est mieux que le reste de la France. Les diapositives suivantes, comme on peut le voir, les personnes les plus présentes sont les médecins, mais les pharmaciens sont déjà assez représentés, ce qui est plutôt rassurant. Après, il y a une petite difficulté pour les adhérents CPTS, et la CPAM et l'ARS ne savent pas encore trop si c'est la pharmacie qui doit adhérer ou les pharmaciens. J'ai un exemple très concret. CPTS 8, j'ai fait adhérer tous les pharmaciens de l'équipe. Comme ça, ils ont tout de suite les informations. Par contre, comme nous sommes sur une rue frontière avec le 9e, la pharmacie a adhéré à la CPTS 9 de façon à ce qu'on ait aussi les informations. Mais comme les actions ne sont pas exactement les mêmes et sont moins remises en avant au sein de notre pharmacie, je n'ai pas proposer fortement à l'ensemble de mes pharmaciens de s'y inscrire. Après, ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Donc, voilà. Et de la même façon, Paris reste quand même un petit territoire. Il arrive assez fréquemment que les acteurs les plus impliqués dans la vie de ces programmes s'inscrivent à différentes CPTS, qui permet d'avoir les informations des autres CPTS, des autres actions. Et on va même finir par y arriver. On essaye même de s'organiser pour essayer de ne pas faire des soirées CPTS le même jour, parce que c'est un peu dommage. Quand vous avez 2 territoires proches qui font une soirée au même moment, ça génère un peu de frustration de la part des différents acteurs. La CPTS doit répondre à différentes missions. 4 missions, toutes obligatoires, au sein des réponses simples, mais efficaces et parfois complexes. Mission 1, l'amélioration de l'accès aux soins. L'accès aux soins, 3 grandes lignes. L'accès aux médecins traitants.
Donc, dès que vous montez une CPTS, la première partie super, c'est pour ça qu'il faut y avoir une bonne coordinatrice, c'est de se palucher, excusez-moi, l'ensemble des listings de médecins de l'arrondissement pour savoir qui est encore vivant, qui n'est pas retraité, qui est motivé pour bosser et qui, exceptionnellement, pourrait même prendre des patients en tant que médecin traitant. Ça, c'est vraiment clé. Ça vous permet vraiment de savoir sur quel vivier vous allez travailler et proposer à vos patients l'accès à un médecin traitant. Mais une fois que c'est bien fait, c'est un super outil. Après, chaque CPTS fait comme il veut. Nous, on a bien évidemment un site internet qui permet aux patients qui voudraient trouver tout seuls de savoir quels sont les médecins qui prennent encore des patients, enfin, quels sont les médecins qui prennent encore des patients en tant que médecin traitant. Mais vous avez aussi, nous, ce qu'on préconise à la pharmacie, c'est toujours de passer par notre coordinatrice, parce qu'en plus, maintenant, elle connaît les médecins, elle est un peu plus fine, et ça permet même de répondre aux besoins plus spécifiques des patients qui vont dire je préférerais quelqu'un avec tel type d'orientation. Pas encore à faire le genre, l'âge et tout, non, mais enfin, sur les orientations un peu médicales, ça permet quand même d'affiner et souvent ça fait que ça matche bien et c'est beaucoup plus efficace. Il faut bien évidemment participer aux soins non programmés, au système d'accès aux soins, mais soyons très honnêtes, ça on essaye plutôt de le coordonner au sein des CPTS parisiennes. On a la chance de se rencontrer tous les mois, c'est super. Donc comme ça on discute ensemble, on construit ensemble et on travaille avec la régulation pour faciliter l'accès aux soins et les soins non programmés. Mais on travaille aussi à la mise en place de réseaux pour les accès au deuxième avis, de façon à s'assurer au sein des professionnels présents, si un patient a besoin d'un deuxième avis, de pouvoir les trouver facilement. Mais l'amélioration de l'accès aux soins, c'est aussi utiliser les acteurs présents sur le territoire. Et il y a les protocoles de coopération locaux qui permettent de faire de la dispensation ou du soin protocolisé entre professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est ouvert du médecin délégant au kiné, à l'infirmier et au pharmacien. Vous en doutez, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est les dispensations protocolisées autour de l'angine, autour de la cystite, éventuellement de la rhinite qui a été réactivée pour le plan de cet été, ou de la varicelle. Voilà. Oui, mais ça peut parfois être intéressant. Et ils vont surtout être propres au territoire. Donc, je ne vais pas vous les citer, on va gagner du temps, mais en tout cas, on a un parcours de soins cure diabète, par exemple, que je trouve intéressant, surtout que c'est la CEPAM qui nous l'a imposé. Au début, on n'avait pas vraiment de diabétologue excitant dans notre CPTS, mais la CEPAM nous a dit on veut un parcours diabète, donc on l'a remonté. Et en fait, c'est un mal pour un bien, puisque le parcours qu'on a pu construire permet pour tous les patients que vous rencontrez en tant que professionnel de santé du territoire, qui ont un diabète sur lesquels vous voulez qu'ils puissent améliorer leur autonomie de la pathologie, de l'envoyer dans ce parcours. Ensuite, la coordinatrice les reçoit, c'est Myriam qui les reçoit, qui fait un premier bilan. Soit le patient a besoin d'une éducation thérapeutique complète. Et là, l'idée, c'est toujours d'avoir ceinture et bretelles. Vous bossez avec Paris Diabète leur offre un parcours d'éducation thérapeutique adapté à leurs besoins. Le patient se débrouille pas trop mal avec son diabète, ou en tout cas le pense, mais on pense qu'il y a besoin de l'aider à mieux se prendre en charge. Et la CPTS finance à la mise en place différentes consultations, soit avec un kiné coach APA, donc en activité physique adaptée, soit avec une diététicienne nutritionniste, ou soit avec une psychologue qui peut aussi l'aider à travailler sur l'acceptation de la maladie, l'image de soi, la boulimie ou autre. Et donc cet accompagnement-là dure 4 à 6 mois, et les premiers résultats des patients ceux qui ont accepté d'aller jusqu'au bout, sont plutôt extraordinaires. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, on n'aurait jamais pu construire ce type de parcours sans la CPTS. Bien évidemment, il y a des actions de prévention, et nous, en tant que pharmaciens, on adore ça. Donc on met plein d'actions de prévention en place, que ce soit sur dépistage primaire du diabète, de l'insuffisance rénale. Franchement, quand vous parlez à vos patients du rein, ils sont contents parce que personne n'en parle jamais de leur rein. Ça peut aussi être du VIH, ça peut aussi être de l'insuffisance cardiaque. Et là, vous avez une CPTS, vous avez un groupe, un collectif de professionnels de santé qui vous accompagnent. Donc vous n'êtes pas seul et ça change tout. 15 jours avant la semaine ou la quinzaine de dépistage, on organise des soirées de formation de l'ensemble des professionnels de santé du territoire, sur lesquelles on fait un petit point rapide sur l'épidémio, les stratégies thérapeutiques efficaces en cours, et à la fin, on détermine qui sera présent parmi les généralistes ou les spécialistes pour accompagner ces campagnes de prévention que l'on veut ouvertes, pas sentir qu'ils finissent à 99% en pharmacie. Les kinés, les labos, les infirmières pourraient tout à fait y participer, mais ça finit essentiellement en pharmacie. Ce qui fait que quand ensuite vous faites du dépistage primaire, diabète, insuffisance rénale ou même encore mieux VIH, et que vous devez gérer une valeur d'alerte, non seulement vous n'êtes plus juste un lanceur d'alerte, Madame Michu, vous avez 3 grammes de sucre dans le sang, c'est pas une très bonne nouvelle, c'est pas gagné. Vous pouvez, point 1, mission 1, proposer. Avez-vous un médecin traitant? Non, ça c'est peut-être l'occasion. Point 2, on a mis en place des consultations ouvertes par les généralistes et les spécialistes de l'arrondissement de la CPTS qui ont bien voulu, avec des fenêtres de tir, ce qui fait que tout de suite, votre patient avec un signe d'alerte est remis dans un parcours de soins avec souvent des professionnels de santé plutôt compétents et impliqués. Il n'a pas perdu au change. Et donc, on a fait un bon boulot de prévention et de réorientation. Et ça, pour les équipes, pour les patients, c'est
hyper rassurant. Donc ça, rien que pour ça, je trouve ça assez intéressant comme tout. Quand vous faites de la prévention VIH et du diagnostic en officine, honnêtement, j'étais hyper content. On travaille avec les acteurs du territoire. On a la chance d'avoir dans notre territoire l'association AID. Ils vous envoient des traders. Le trader, il n'est pas en blouse, il n'est pas tout à fait habillé comme nous. Il est beaucoup plus détendu sur toutes les questions de sexualité, de pratique à risque et de prévention. Le message est beaucoup plus facile à faire passer. Et au cas où nous aurions eu un positif, on avait derrière aussi un virologue et 3 généralistes impliqués dans la prise en charge du VIH, prêts à accueillir et à accompagner les patients pour la gestion du résultat. Enfin, on fait plein d'autres choses aussi parce qu'on répond aux besoins. À titre anecdotique, on est obligé de répondre aux besoins de la population. Le conservatoire de musique, qui est un très grand conservatoire de notre arrondissement, dont on est très fiers, nous a dit on a besoin que vous nous aidiez à accompagner les professeurs et les patients, car en termes de posturologie, ils ont des complications. Et bien ça, c'est super, on met ça en place. Après, ça reste l'académie, donc le conservatoire est très motivé. On a les médecins, on a les kinés, on n'arrive pas à avancer avec l'académie. On peut organiser on est obligé de faire une communication auprès des patients. Et donc, nous, on a essayé d'organiser des santé games. Le santé game, c'est de dire, voilà, je vais vers le patient pour lui donner de l'information. On n'avait pas trop envie d'un truc statique, façon grande conférence où ils vont s'enquiquiner. Donc, on a dit, on fait un santé game, comme ça, il marche. On les propose, soit le premier était un samedi, le deuxième était un soir, de venir avec une conférencière en histoire qui va passer 1 heure à leur montrer l'arrondissement, leur donner plein d'informations pertinentes sur l'arrondissement, tout en posant des questions sur l'art, l'architecture, et sur la santé. Et après, on se retrouve 1 heure, on boit un coup et on parle santé, on échange, et on donne des informations pratico-pratiques aux patients. Gros succès, ça marche assez bien. Ensuite, comme on travaille tous ensemble, on peut faire venir différents acteurs dans nos préventions. Pour Octobre Rose, on a eu la chance d'avoir une sage-femme hyper impliquée qui non seulement laissait son téléphone pour répondre aux questions, mais venait aussi dans les pharmacies proposer une petite heure de consultation pour répondre aux questions sur la prévention des cancers féminins, pour expliquer aux femmes comment faire de l'autopalpation. Bref, des tas de choses qu'elle a fait 1000 fois mieux que nous n'aurions jamais pu le faire, ce qui permet de répondre directement au sein de l'officine aux besoins des patients. J'en ai déjà parlé, on a travaillé avec l'association AIDS pour la réalisation de prévention et de dépistage, mais aussi depuis qu'on peut poser les préservatifs aux moins de 26 ans, on a fait des affiches et des flyers communs où on dit que nous, pharmaciens du 8e, on est à leur disposition pour leur remettre des préservatifs, mais qu'il y a aussi l'association AID qui a une permanence le mercredi matin. Et ça permet de faire une communication assez intéressante. Chacun dans les jeunes garde ce qu'il veut, mais au moins l'info passe et elle est donnée. Enfin, comme on aime bien faire des choses un peu différentes aussi, on avait prévu une magnifique soirée autour de l'autisme et de la musicothérapie par une des expertes qui est dans notre arrondissement. Malheureusement, les grèves en ont décidé autrement. Nous avons dû l'annuler, mais elle sera reprogrammée à la rentrée. N'ayez aucune crainte. Ça, c'est la petite présentation de notre santé game. Cette année, en plus, on avait l'association Move-toi, donc une série de coach à pas qui est venue aussi expliquer en 5 minutes pourquoi c'est intéressant de se bouger pour faire de la prévention et générer au moins un peu de questionnement auprès de nos patients. La mission 4, c'est la mise en place des réponses aux crises sanitaires. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que des fois ça arrive. C'est une mission intéressante, c'est pas la plus excitante, mais c'est bien. Ça permet aussi de se poser une question. Prochaine crise sanitaire, où est-ce qu'on se retrouve? Comment on s'organise? Qu'est-ce qu'on met en place? Et comment on répond? Enfin, il y a des missions complémentaires qui concernent le développement de la qualité et de la pertinence des soins. Nous, on a un petit peu l'objectif de labelliser la CPTS en santé intéressant. Mais on a aussi la promotion de l'installation des professionnels de santé dans le territoire en essayant de continuer à tanner la mairie pour qu'elle ne lâche aucun local qui pourrait peut-être bénéficier d'une approche foncière abordable, qu'on puisse enfin proposer à des professionnels de santé de nous rejoindre, car c'est très clairement la limite numéro 1 pour trouver des professionnels de santé sur Paris. Et enfin, on a un programme d'échange de stagiaires entre les professionnels de santé qui est absolument extraordinaire. Quand mes étudiants vont en cardio ou dans certains centres, ils reviennent avec les yeux ébahis. Et pour la petite histoire, la dernière fois qu'un interne en cardio est venu à la pharma, il s'est fait plaisir, il a vu le labo, il a vu le comptoir, il a tout trouvé génial. Et à un moment, il se trouve qu'il dit tiens, je vais voir comment ça se passe à l'orthopédie. On fait une prise de mesure d'une patiente qui avait vraiment besoin de bas de contention. Il fait remarquer qu'elle a quand même un sacré œdème des membres inférieurs. Comme c'est son job, il lui pose 3-4 questions. Il découvre qu'elle a eu une opération cardiaque avec remplacement de valve du temps, qu'elle a fait du cardio depuis le Covid. Il trouve qu'elle a un souffle. Il lui fait une petite auscultation. Il lui a fait passer une écho le soir même. Une semaine après, elle était opérée. Il fallait changer ses valvules. Hyper intéressant, tout le monde était content et ça fait un bel échange de compétences au sein des équipes. Enfin, parce qu'on a l'idée et l'ambition de se dire que cette CPTS et cette communauté ne peut vivre que parce que ces professionnels de santé sont là et présents, on lance à la rentrée l'étude AST, adaptabilité au stress, où on va essayer d'évaluer l'adaptabilité au stress des professionnels de santé et de leur proposer sur un programme d'accompagnement de 6 mois en santé intégrative. Santé intégrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire une prise en charge
bien réalisés autour de thérapeutiques essentiellement non médicamenteuses, compléments alimentaires, yoga, sophrologie, réflexologie, diététion, nutrition et coach APA, pour voir si au bout de 6 mois, on peut les motiver, leur permettre de mieux gérer leur stress et de se sentir mieux, car s'ils vont mieux, la communauté ira mieux, nos patients iront mieux. Et là aussi, on a la chance d'avoir fait un partenariat avec SPS, l'association du soin pour les professionnels de santé, qui est tout à fait adaptée à gérer les professionnels de santé qui pourraient être en vraie fragilité et qui ne le seraient pas. Et ce serait l'occasion de faire ce diagnostic et les accompagner. Il y a beaucoup de l'étude, mais on ne va pas y passer trop de temps. Enfin, dernière mission sur laquelle on aime bien travailler, c'est mettre en avant l'approche sport et santé. Et donc, on organisera à la rentrée une conférence spécifique sur le sport et santé. On essaye de motiver aussi par l'exemplarité en proposant que les soignants fassent eux-mêmes du sport et inscrire l'ensemble des adhérents qui le souhaitent de la CPTS à la course Odyssea pour courir contre le cancer du sein. Merci de votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long et on est là maintenant pour répondre à vos questions. Ah non, merci à toi, Eric. C'était non seulement pas trop long, mais c'était passionnant. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'approche que vous avez eue à la CPTS Paris 8, c'est que vous êtes au carrefour d'un certain nombre d'initiatives que prenaient traditionnellement un certain nombre de médecins les plus engagés. Je parle en particulier, pour avoir travaillé dans le domaine du sida, de ceux qui étaient dans la prise en charge de la communauté gay qui était exposée au sida, mais aussi l'Alliance du Cœur qui voulait travailler, qui en tant qu'association de patients, qui voulait travailler sur l'effort, l'exercice physique et tout ça. Plus des champs qui sont des champs sur lesquels tout le monde rêve et pour le moment sur lesquels on n'a pas de solution, qui est en particulier le soin de la coordination et du partage entre les professionnels de santé. Et je trouve que toutes ces missions et la façon dont tu les as illustrées montrent bien que la CPTS, c'est vraiment là où on peut avoir une qualité de pratique au service d'une population qui est largement supérieure à tout ce que les systèmes qui ont été pensés par le 14 Duquesne peuvent apporter, avec quelque chose qui est descendant de la part du ministère, alors qu'en fin de compte, il faut travailler sur le terrain, sur la connaissance du terrain, avec les professionnels, et pas que les professionnels. Tu parlais des élus locaux. Les élus locaux sont de plus en plus impliqués dans la prise en charge des populations, parce que moi, je suis élu local, par exemple, dans un tout petit village. La problématique qu'on nous pose en premier, c'est quoi à l'heure actuelle? C'est il n'y a plus de médecins généralistes, il y a une pharmacie qui va fermer dans la petite ville d'à côté. La restructuration de l'hôpital fait que la maternité est passée à 35 km, ainsi de suite. Donc, l'avantage de la CPTS, c'est de pouvoir apporter tous ces éléments de réponse, que ce ne soit pas l'administration qui l'apporte, mais les professionnels qui ont la confiance de la population. Et donc, pour un élu local, c'est capital de s'appuyer sur vous. Donc, je pense que c'est vraiment un magnifique exemple. Je crois que il faut qu'on en fasse encore plus la promotion et voir comment on peut vous aider en tant que MIL à diffuser votre information, parce que c'est vraiment hyper intéressant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui viennent de la part des personnes qui assistent. Alors, on en a peut-être aussi dans la salle. Ce que je vous propose, c'est de lever. Vous avez une petite main jaune dans la barre d'outils qui vous permet de poser une question. Levez la main, présentez-vous, mettez votre caméra d'ailleurs, parce que ce sera plus sympa d'avoir un dialogue avec des personnes qui bougent plutôt qu'avec des initiales. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous tracassent, qui vous préoccupent, ou au contraire qui vous intéressent à Renaud et Eric. Alors, qui veut commencer? Allô, allô, on vous entend mal. Qui veut poser la première question? Quelqu'un veut représenter les autres? Loïc. Ouais. Loïc. Oui. Ça m'étonne que tu n'aies pas une question. Bah si, voilà, je vais vous la poser. Je vais mettre ma caméra.
Présente-toi, parce que moi je te connais, mais… Bon, je suis représentant des usagers dans 4 hôpitaux. Je fais partie de la CPTS du nord-est de la Mayenne et je suis surpris que vous n'ayez pas présenté que les RU, les représentants des usagers, peuvent faire partie d'une CPTS qui est très intéressante. Et puis, en fin de compte, dans les groupes de travail que nous avons avec ma CPTS, avec notre CPTS, c'est vraiment intéressant de partager ensemble, représentants des usagers, comme ça s'appelle, médecins, paramédicaux et tout, pour échanger et on a une personne d'ailleurs. Loïc, ça recommence, tu peux y aller. Oui, disons que voilà, représentant des usagers, moi je trouve ça très intéressant de participer à une CPTS et de et voilà, il y a plusieurs personnes là, hein, et de diffuser notre partage. Alors, Eric. Nous, dans notre bureau, il y a une représentante des usagers qui essaye de fédérer l'ensemble des associations qu'il y a dans l'arrondissement. Pour l'instant, les réponses qu'elle a eues, ils sont assez intéressés, mais pas vraiment impliqués. Après, la porte est grande ouverte, donc il n'y a aucun souci. La chance qu'on a aussi, c'est que l'ensemble de nos actions sont souvent reprises dans le journal de la mairie, qui informe à chaque fois des différentes animations qu'on peut mettre en place, surtout quand elles concernent la population. Mais à date, on n'a pas encore rencontré de représentants des usagers qui souhaitaient vraiment s'impliquer dans le bureau. Donc, il y en a une qui les représente, qui fait circuler l'information de façon descendante. Mais c'est vrai qu'en remontée, pour l'instant, on n'a pas eu trop de remontées spécifiques, comme par exemple, à part le cas du conservatoire, où ce sont pas vraiment des usagers, mais en tout cas une structure de l'arrondissement qui est venue vers nous pour nous solliciter pour avoir une réponse à un problème qui était le leur. Merci. Est-ce qu'on a une autre question autour de la table ou Oui. Quelle est la première action à mener? Je pense que les deux actions à mener en parallèle, ça va être déjà de faire une déclaration d'intérêt auprès de l'ARS. Comme ça permet à l'ARS de se dire tiens, il y a quelqu'un qui est intéressé. Ça, c'est hyper facile. Vous faites un mail à l'ARS tranquille, ça vous le faites. Et la deuxième, en tant que pharmacienne, c'est de trouver 2 médecins, idéalement un peu ouverts, qui auraient un peu envie de travailler, pas de façon pas en philo, et de leur dire voilà, ça serait vraiment bien qu'on monte une CPTS. Et à ce moment-là, le tour est joué, entre guillemets. Il faut que quelqu'un lance, il faut lancer les choses. Et une fois que les choses sont lancées, il faut très rapidement communiquer pour que cette communauté existe. Et pour qu'elle existe, c'est à 3, on fait pas grand-chose. Donc, dans mon secteur à Rambouillet, nous, on a créé, il y avait plus d'associations de professionnels de santé, notamment pour les histoires de garde, de machin, de trucs, le travail de tous les jours. Et on a recréé une espèce d'association où on accueillait on accueille toujours les professionnels de santé. Et donc, il y a toujours, après ça dépend aussi un petit peu de la taille, mais il y a toujours dans chaque profession 1 ou 2 personnes qui sont plutôt partantes. Et très vite, on peut monter cette association, la faire vivre parce que il y a des petites cotisations et ça plaît beaucoup à l'ARS et à la caisse primaire qui sont cofinanceurs d'avoir un noyau dur de professionnels, parce qu'après, il va falloir, évidemment, alors la loi, je ne sais pas si elle a été promulguée, en tout cas, elle a été votée, donc maintenant, on n'a plus de démarche à faire pour appartenir à une CPTS de son territoire, quand elle existe. Donc, on y est. On n'a pas d'obligation. Directement intégré. Mais par contre, il faut des gens qui soient moteurs. On voit Eric, il dit les choses avec cœur. Je veux dire, on a envie tout de suite de faire partie, évidemment. Et nous, on a fait le parcours
le parcours santé avec les autres professionnels. On s'est rencontrés, on a fait un barbecue, c'était sympa tout le temps, il faisait beau. Et on parle d'autre chose. Et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et à voir le portable, le machin, le truc et les passe-droits. Même quand il n'y a pas, dans ces conditions-là, il y a. Voilà. Voilà. Et puis trouver alors Eric il a évidemment très bien énuméré les missions socles obligatoires. Et après, il y a des missions qui sont facultatives et qui deviennent ce que la CPTS a envie de mettre en place. Chez nous, on a voulu absolument en mettre en place. Il y a un cardiologue qui considère que le patient doit être responsable de sa maladie. Et il a raison. Ça s'appelle l'éducation thérapeutique du patient et ça s'appelle le patient acteur de sa santé. Et pour ça, il les oblige à tenir un dossier. Alors, papier, un jour, on aura probablement autre chose, mais bien ordonné, machin, ça fait gagner du temps. Et quand le patient vient sans son dossier, il ne le reçoit pas. Terminé, au revoir, tu reviens avec ton dossier, j'ai autre chose à faire. Donc, comme ça, le problème est... Et donc, le patient est particulièrement impliqué. Et puis, on a fait aussi c'était pendant la période pré- ou post-Covid, je ne sais pas comment il faut le dire, mais de l'éducation à la santé à travers, dans les collèges et dans les lycées. Alors, ça a été un tel succès que tous les enseignants ont voulu avoir la même formation qu'on faisait aux jeunes pour pouvoir répéter et intégrer d'autres jeunes. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à passer des messages, quoi. Parce que du jour au lendemain, dire il faut se laver tous les jours, enfin plusieurs fois par jour avec du gel hydroalcoolique, les gens ne comprennent pas pourquoi. Là, il y a des choses simples. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas éternuer en pleine dans le visage de quelqu'un, etc. Et comment apprendre ces trucs-là. C'est des choses simples, mais c'est hyper important, quoi. Voilà. C'est des choses qu'on apprenait quand on est vieux comme moi, qu'on apprenait à l'école primaire. Non, je me fais pas de mal. Mais on apprenait à l'école primaire et ça s'appelait l'instruction civique à l'époque. Parce qu'il y avait encore de la tuberculose, il y avait encore un certain nombre de pathologies sur lesquelles on nous apprenait qu'il ne fallait pas tousser dans la figure de quelqu'un et il fallait se laver les mains et ainsi de suite. Les règles d'hygiène, on dépensait pas d'argent à l'époque pour faire des flyers, pour faire de l'éducation à l'hygiène. C'était tout à fait intéressant. C'était intégré dans le parcours des gamins et l'éducation nationale jouait un rôle là-dessus qui était très important. Alors, il y a aussi quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup dans ce dispositif parce que ça, j'en parle un peu en tant qu'expert de l'organisation du système de santé. C'est quand même l'un des rares projets présidentiels, puisqu'il a été annoncé en 2018 sur Ma Santé 2022, puisque Emmanuel Macron a annoncé la création de 4000 CPTS. On en est à près de 8000 maintenant, si mes souvenirs sont bons, ou 8000 en projet. Alors, je crois que c'était 1000 rapidement, et là, on est à plus de 800 et quelque chose, je crois. Parce que 4000, ça va prendre un peu de temps. Je croyais que c'était... Enfin, c'est déjà pas mal. Donc, on en est... voilà. Mais avec les préfigurateurs, à mon avis, ça peut monter. Et on est dans une démarche qui n'est pas une démarche traditionnelle de l'administration, c'est une démarche bottom-up, c'est-à-dire c'est une démarche qui vient du terrain et qui monte. Donc l'initiative vient des acteurs. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que c'est pas l'ARS et la CEPAM qui décident qu'il faudra une CPTS à tel endroit. C'est la mobilisation des pharmaciens, des médecins, des autres professionnels de santé autour d'un projet. Et c'est pour ça qu'il faut des porteurs de projets. C'est pas toujours facile de trouver des porteurs de projets comme toi, par exemple, qui ont cette passion. Mais c'est là où justement il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire dans le système de santé. C'est que c'est pas une volonté de l'administration à descendre sur le terrain. C'est le terrain qui dit à l'administration j'ai envie qu'on monte quelque chose. Donnez-moi les moyens pour le faire. Il y a des moyens en plus de financement, ce qui est quand même assez rare dans le domaine de la santé. Généralement, il y a beaucoup d'intentions, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc, alors ça rejoint une question, et après je passerai la parole à Chantal. Ça rejoint une question qui est est-ce qu'il faut des compétences spécifiques pour monter une CPTS? Alors, il n'en faut pas. Il va falloir travailler avec tous les acteurs. Tous les acteurs de territoire sont les bienvenus dans la CPTS et pourront participer.
Après, je pense que s'il faut des compétences, c'est surtout s'assurer que les gens ont envie de travailler collectif. C'est un peu peut-être le seul biais, c'est qu'assez fréquemment, en tout cas c'est assez fréquent dans les CPTS parisiennes, on va retrouver souvent des acteurs un peu de la vie syndicale des différentes professions, parce que c'était les premiers informés, les premiers qui avaient envie de s'impliquer. Mais une fois qu'on est en CPTS, il faut laisser tomber la posture du syndicaliste de sa profession. On est là pour le territoire. Donc il faut quand même s'assurer que les acteurs vont être ouverts. J'ai de temps en temps des confrères qui m'appellent, qui disent ouais, moi je galère, il y a un médecin dans la CPTS, il ne veut pas faire la déviation, il ne veut rien faire et il nous bloque. Ça, voilà, c'est un peu compliqué. Donc il faut être un peu subtil dans la constitution de son bureau et de son conseil d'administration pour essayer de prendre peut-être pas les plus aguerris de la négociation syndicale, mais les plus ouverts à l'accroche collective. Sinon, ça va être très compliqué. Parce que c'est vraiment sur ça où il faut être vigilant. Après, les compétences, il n'en faut pas spécialement, puisque l'avantage, c'est grâce au budget, je vous rassure, il y a un grand nombre de partenaires prestataires qui se proposent de vous accompagner et qui peuvent vous aider vraiment à faire un beau diagnostic, à vous aider à construire le projet. Après, comme toute structure et comme toute organisation, il faut que chacun se sente libre de renégocier les budgets pour que tout le budget ne parte pas dans les prestataires et vous permettre de garder un petit quelque chose pour faire vivre cette communauté. Tu l'as dit toi-même, on faisait un barbecue. Voilà, il faut savoir se retrouver dans des moments conviviaux et confortables. Sinon, vous n'allez pas réussir à motiver des professionnels de santé qui ont déjà une journée dans les pattes. C'est pour leur faire une soirée cacahuète de 20h à 24h, ils ne vont pas venir à la deuxième, quoi. Donc, il faut vraiment mettre en place des projets un peu excitants dans un environnement confortable. Alors, ça répond un peu à la question, comment faire si un MG fait barrage? Déjà, logiquement, à la base, il en faut au moins 2, donc il faudrait espérer que le deuxième fasse moins barrage. On imagine quand même que les médecins qui vont faire partie du bureau, ceux-là sont plutôt positifs à l'idée de la CPTS. Mais si sur le terrain, il y a un médecin qui fait barrage, comment on fait? Barrage, on le contourne. Bah oui, il y en aura un autre, comme il l'a dit. Il y a toujours des chafouins. C'est un peu le risque qu'on aura avec les nouvelles lois. Si tout le monde adhère, certains risquent peut-être de vouloir exprimer leur mécontentement au sein de la CPTS, que c'est territorial, c'est facile. On va dire non à tout, ce sera le problème. On en a eu aussi, il y a tout ça. Après, quand vous avez la chance d'avoir un bureau avec des gens plutôt motivés et dynamiques, il n'y a plus de limite. Est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs avoir une obligation à rentrer dans les CPTS ou est-ce qu'il vaut mieux avoir plutôt une sélection des gens qui veulent rentrer dans les CPTS? Je trouve que le volontariat est beaucoup plus porteur. Moi, je considère que l'intégration de tous les professionnels, ça ne veut pas dire l'implication, c'est l'intégration. Tous les professionnels est une bonne chose, parce qu'il n'y a plus de démarche administrative. Est-ce que tu as payé tes cotisations, tu n'as pas payé tes machins, etc. Parce que la vie associative, c'est un peu ça aussi. Évidemment qu'il faut rendre compte, mais derrière, Eric l'a dit, pour les pharmaciens, pour les consoeurs et les confrères, les protocoles de dispensation qui vont probablement, il y en a plein qui sont déjà validés par les sociétés savantes et notamment la HAS, vont pouvoir être proposés dès lors qu'il y ait une CPTS. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, il fallait qu'il y ait une CPTS, que la CPTS choisisse d'accepter ce protocole. Là, le médecin qui fait barrage n'aura plus. Terminé. Par contre, je crois que ce qui devrait être obligatoire, c'est un moyen de communication et d'information du cercle de soins autour du patient, avec le patient. Parce qu'encore une fois, on fait tout ça pour le patient. Évidemment, pour gagner du temps, pour être plus serein, pour avoir les appuis nécessaires, etc. Mais on le fait essentiellement, c'est notre métier, c'est le patient. Alors Chantal, question suivante. Et après, je prendrai une question dans la salle. Oui, excusez-moi, il y a des choses qui ont été dites, mais ça ne fait rien, je vais les reprendre, mais je suis très sensible à ce qui vient d'être dit sur le territoire. Enfin, la CPTS, c'est sur le territoire, travailler ensemble, travailler pour le patient. Alors, ce que je voulais aussi souligner, c'était comment la CPTS, justement, s'articule avec l'ensemble des projets qui sont des gros projets comme le projet régional de santé. Bon, je sais qu'il vient d'être fini là en Île-de-France et dans beaucoup d'autres régions. Comment il s'articule avec le projet médical et de soins, avec les groupements hospitaliers de territoire.
Alors ça me semble important quand même de ne pas dissocier tout ça, qui est un fil conducteur, et puis aussi de prendre en compte, et ce qui vient d'être dit, mais ça, moi, je suis très sensible là-dessus, l'expérience patient, c'est-à-dire le patient, comment on recueille sa satisfaction, quels indicateurs, comment son ressenti, son vécu sont pris en compte et comment on peut se comparer justement entre ces PTS pour améliorer la qualité, la sécurité des soins, l'accès aux soins et ne pas laisser de patients je dirais, de côté avec des risques de perte de chance, etc., comme on en voit dans certaines régions. Moi, je suis dans une région qui est très dépourvue et c'est pour ça que cette CPTS me tient à cœur. Je vous remercie. Ça, c'est une question cruciale, ça. La question non seulement de l'évaluation, mais aussi la question du travail avec tout ce qui concerne les MSP, les GLT et tout ça. Mais dans l'expérience d'Éric, il n'y a pas de putain de non 8e, enfin pas Moi, c'est ça, j'ai 0 MSP, 0 hôpitaux, 4 cliniques, dont 2 chirurgies esthétiques. Donc, on est un peu obligé de bosser entre libéraux si on veut construire quelque chose. Et après, on s'organise avec ce que l'on a. Bien évidemment, tout ce qui est de la structuration du territoire et des projets de santé au niveau parisien et l'Île-de-France, on assiste autant que possible aux différentes réunions pour s'enrichir de ce qui se construit et on essaye de faire ce que l'on peut faire avec la force et les faiblesses de notre propre territoire, ça c'est sûr. Alors moi, à Rambouillet, donc la CPTS de Rambouillet Territoire, dont j'ai l'honneur d'être vice-président, on a un hôpital à Rambouillet, mais il y a plusieurs établissements, publics ou privés, sur l'ensemble du territoire. Ils sont tous membres de la CPTS, mais on n'a pas eu besoin d'aller faire l'article. Hein. Ils sont venus. Et ils ont besoin. On a des établissements, notamment autour de la psychiatrie ou la pédopsychiatrie, qui sont arrivés. Il y a les établissements, les EHPAD qui créent un collège spécifique. Alors après, il y a des droits de vote, des machins, des trucs, donc de façon à ce que les professionnels gardent quand même un petit peu la main. Mais on voit bien que parce que les problèmes existent pour tout le monde, aussi bien à l'hôpital public, dans l'établissement privé, dans les EHPAD, dans la psychiatrie, dans la MSP, et chacun peut être, et on a aussi une MSP, etc. Donc je veux dire qu'il y a vraiment, et puis on s'élargit à d'autres professionnels, tu en as parlé très justement, c'est territoire de santé, c'est pas professionnel de santé. CPTS, c'est communauté professionnelle de professionnels du territoire de santé. Donc, une diététicienne a évidemment toute sa place, notamment dans le suivi du patient diabétique, mais bien au-delà. L'activité physique, l'activité physique adaptée, évidemment qu'on travailler avec les kinés, c'est une bonne chose, mais il n'y a pas que les kinés, etc. Donc on peut pousser les choses très très loin. Voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer. Il faut être créateur d'idées. Et il faut absolument, dès lors qu'on peut donner un petit peu de temps, aller donner du temps et dire moi je le donne, viens en donner aussi à deux, on sera plus intelligent que moi tout seul, et puis faire avancer les choses. Et aujourd'hui, sur notre secteur, on a un bon 25% des professionnels de santé qui participent tout seuls, en cotisant. Enfin, pas grand-chose, mais ils cotisent. La question. Le plus fort possible. Moi, en février, j'ai essayé d'adhérer à une CPTS, je n'ai jamais eu de réponse. Je ne sais pas qui contacter. J'avais envoyé un mail, un bulletin d'adhésion, je n'ai jamais eu de retour. Il y a en fait un manque de communication pour adhérer. Alors, la question, je la répète pour que vous l'entendiez tous, parce que les micros sont juste devant. Donc, c'est comment adhérer à une CPTS, surtout quand on a envoyé un bulletin d'adhésion et qu'on n'a pas eu de réponse. Ça, c'est une bonne question. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Enfin, nous, on a rapidement monté
Ouais, on a rapidement monté un site internet. La première page du site internet, nous, c'était adhérer. L'idée, c'était d'avoir un mail pour garder le contact avec les professionnels de santé. Je cherche pas le. Je suis jamais rien reçu. Il faut peut-être écrire au bureau. Alors, j'avais aussi envoyé un mail. Il m'avait dit, parce que j'avais vu, j'avais vu Sécu qui était parti et qui m'avait parlé des CPTS. Je pense que j'aimerais bien participer. Il m'avait donné, il me dit que je crois que cette personne est en train d'en créer une, essayer de la contacter. Enfin, c'est un peu le parcours, quoi. Ça dépend vraiment du niveau d'avancée, là aussi. C'est parce que quand on est en train de le construire, on a un peu la tête sous l'eau, essayer de faire Mais par contre, les dames, les délégués d'assurance maladie, au bout d'un moment, nous, très rapidement, quand on a signé la CI, on avait 15 jours pour écrire un peu une lettre de bonne intention en expliquant qui on est, qui est dans le bureau, comment contacter, comment adhérer. Et les dames ont distribué ça de la même façon. C'est parce qu'elle en est peut-être pas déjà. mais je crois Eric a raison, je crois que la CEPAM, donc la caisse du département, est parfaitement au courant de ce qui était créé ou en cours de création. Ouais. Ça, c'est normalement toutes les Célina, tu laisses tes coordonnées à notre directrice préférée, là. Donc, on fera la recherche. Et normalement, toutes les CPAM ont une adresse mail générique, exercice coordonné à cpam75.fr, etc. Et ils essayent de vous répondre. Après, ça dépend de. Oui, mais des fois, quand c'est tôt, c'est bien, c'est aussi l'occasion. Il faut juste essayer d'avoir une information sur qui fait quoi. Et je pense, s'ils sont un peu intelligents et malins, ils seront très contents d'avoir des bonnes volontés qui vont les accompagner pour construire le projet. Je pense, j'espère. Mais il faut mettre les pieds dans le plat, parce que quand on voit, il y a quand même à peine 60% des CPTS Paris d'Île-de-France qui ont signé leur ACI. Il y en a encore 40% qui sont encore un peu en jachère. Donc, il faut essayer de savoir quels sont les acteurs qui participent. Et ensuite, il faut les contacter. Hein. Alors, est-ce qu'on a une autre question une autre question sur qui se passe? Il y en a une dans le chat, je ne sais pas. C'est une question technique sur la prise en charge des TROD. Ah oui, il y a une question technique sur comment est-ce qu'on fait la dispensation protocolisée des TROD angines et de la cystite. Là, pour l'avoir exercé et pour l'avoir mis en place, on n'est pas loin de 400 dispensations réalisées dans notre territoire. En fait, ça se passe bien. Et là aussi, c'est un peu mon message d'alerte pour la nouvelle convention, c'est que le fait de le faire en binôme, en fait, c'est pas très handicapant et au contraire, c'est super rassurant. Donc d'abord, il faut un binôme. Pour une délégation, il faut un délégant, un délégué. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, il faut un médecin plutôt intelligent, ça existe, il n'y a pas de souci, un peu ouvert et qui dit ça serait chouette que je puisse compter sur l'officine à proximité pour aider les patients qui ont une simple symptomatologie, une simple présence bactérienne. C'est facile, on a un test qui nous permet de savoir si c'est positif ou pas. Donc, l'avantage, c'est qu'on donne un antibiotique de façon la plus sécurisée possible. Donc, ça, c'est quand même hyper rassurant pour tout le monde. Il ne faut vraiment pas avoir de chance pour se planter. Les deux tests, la bandelette urinaire et le TROD angine, sont quand même assez faciles et assez spécifiques et sensibles. L'idée de travailler ensemble, nous, tel qu'on l'a fait dans le CPTS, après chacun fait comme il veut, c'est de s'assurer que, bien évidemment, chacun est à la base des compétences. Enfin, quand on est médecin, pharmacien, c'est pas trop mal. On a demandé à chaque médecin délégant qui acceptait les pharmaciens délégués de les former pendant une demi-heure ou une heure à son mode opératoire. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, si je le fais pour le faire, ça n'a pas d'intérêt. Si je le fais avec la confiance du médecin, eh ben, la responsabilité, elle sera vraiment partagée. Après, on pourra même parler de l'argent qui est partagé aussi, mais la responsabilité. Et ça change tout. Moi, je sais qu'un médecin, lui, il insistait sur telle ou telle chose. Je sais qu'un de mes confrères, qui est passé avec un autre médecin du 8, lui insiste énormément sur les douleurs des fosses lombaires. Il a toujours peur que ce soit le prémisse d'une infection qui soit remontée dans les reins. Donc, lui, il a dit, c'est simple.
moi, je vous laisse carte blanche, entre guillemets, mais dès qu'il y a une douleur des fonctions ovaires, vous m'appelez, je le vois. OK, c'est son choix. Super, on est rassuré comme ça. Et de l'autre côté, tout se passe bien. Et de l'autre côté, moi, 4 fois, j'étais très content de me dire, là, j'ai une situation, ça n'avait pas grand-chose à voir avec la bandelette urinaire, c'est juste que la demoiselle n'était pas vraiment en confiance, pas à l'aise, elle voulait voir un médecin, et bien ça tombe bien, on est dans une délégation de tâches. Le médecin, sa responsabilité, c'est aussi quand il y a besoin de voir la patiente, on l'appelle, il la voit et on n'en parle plus. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Enfin, je pense que vous l'avez compris, moi, je suis hyper à l'aise que quand on bosse à plusieurs, je me sens plus fort. Et les choses que je ne sais pas faire, je repasse la patate à celui qui sait, et ça me fait un bien fou. Donc là, au moins, vous avez cette organisation qui se met en place. La rémunération. Alors, et ensuite, maintenant, nous, on avait commencé, tous les autres pharmaciens du 8e viennent passer aussi une demi-heure à la pharmacie pour voir de façon pratico-pratique comment on fait, tout simplement. Et puis après, il y a toutes les informations spécifiques à avoir pour ne pas faire les mêmes boulettes. Au début, je me dis, c'est moi qui ai prescrit, je vais me mettre moi en prescripteur. Non, pas du tout, puisque dans les textes nationaux, c'est impossible qu'un pharmacien prescrive de la phospho ou de l'azithromycine ou de l'amoxicilline. Donc, tous vos dossiers sont rejetés. Donc, vous apprenez qu'il faut mettre le nom du médecin délégué. C'est simple, mais vous savez, comme ça, c'est clair pour tout le monde. De la même façon, comment vous gérez le suivi. Vous faites ou pas, la question a été posée de savoir si les patients étaient satisfaits. Oui, nous, on fait un questionnaire de satisfaction à la fin parce qu'on part du principe que c'est expérimental et qu'on voulait montrer qu'en plus d'être efficace, ça faisait plaisir. Donc ça nous rassure. Et puis, je vous dis, ensuite, la rémunération aujourd'hui est de 25 € à répartir entre le pharmacien et le médecin. Là, chacun fait comme il peut, mais on ne va pas se mentir, les exemples les plus fréquents des CPTS, c'est soit 20 pour le pharmacien, 5 pour le médecin, soit 15 pour le pharmacien, 10 pour le médecin. Dans tous les cas, ça me paraît être des rémunérations cohérentes par rapport à la responsabilité prise par chacun. Mais le fait d'avoir une responsabilité partagée, pour moi, ça va un peu plus loin qu'un simple acte pharmaceutique et ça construit vraiment un réseau de soins cohérent autour des patients. D'accord. D'autant que les problèmes de douleur de fonctions ovaires peuvent être quelquefois beaucoup plus graves. Ça peut être des coliques néphrétiques et des choses comme ça, et que c'est pas facile de faire un diagnostic de colique néphrétique dans une officine. Non. Je pense qu'un avis médical peut se justifier à ce moment-là. Et que sur une colique néphrétique, on peut très bien éviter une hospitalisation ou un recours aux urgences, où la personne va rester 5 heures avec sa douleur lombaire. Et comme on dit en ce qui concerne les douleurs néphrétiques, douleurs frénétiques, pour ceux qui ont eu des coliques néphrétiques, je peux vous dire que vous ne restez pas 5 heures dans un hall d'hôpital sans sautiller un peu partout parce que ça fait un mal de chien. Donc si vous trouvez des solutions à ce soin qui est typiquement non programmé, je trouve que c'est une avancée pour les malades qui est une avancée d'excellente qualité. Et je pense que le fait aussi de dire au médecin, je vais venir voir comment tu le patient, c'est aussi une façon de lui dire, on va travailler en confiance, donc on peut le faire. Et les quelques pharmaciens qui lui ont parlé que c'était le médecin en place, au début, ils ne connaissaient personne, et tout, le fait de l'aborder comme ça, le médecin il est moins fermé. C'est pas je viens de piquer ton job, etc. Et après, ça dépend du médecin. Hein. Si tu viens de s'installer qu'il n'y a personne, il va dire, je peux gérer, ok, mais c'est une façon de montrer qu'on va bosser ensemble avec respect et confiance. C'est pour moi un des seuls moyens pour que ça fonctionne sur le long terme. Oui. Non, respect et confiance, moi ça me va bien comme titre. J'aimerais bien dans la bonne, la bonne coopération interprofessionnelle, respect et confiance, je crois qu'on a tout dit. Je crois que ça devrait faire partie d'un code de déontologie interprofessionnelle, ce qui simplifierait très certainement la vie des Français au jour le jour, et ce qui les rassurerait peut-être beaucoup sur leur état de santé et leur prise en charge. Absolument. Il y a une question auquel on n'a pas tout à fait répondu, qui est la question de l'évaluation. Comment on évalue l'action d'une CPTS ? Alors, il y a des critères qui sont imposés par les financeurs déjà. Donc, atteint, pas atteint, à quel pourcentage on a vu les 4 socles, les 4 missions socles. Il y a des critères, et si on n'atteint pas les critères qui nous ont été imposés, l'année d'après, on n'a pas les financements. Donc, comme ça, le problème est vite réglé. Et je te rassure, comme tu l'as dit toi-même, pour une fois, ce sont des projets qui sont montés par le local et qui ne sont pas imposés par nos administrations, mais il y a un retour administratif un peu lourd à faire quand même. Donc, mais il faut le faire, et c'est en soi assez logique. Et c'est peut-être, je l'espère un jour, les prémices assez intéressantes d'une rémunération sur objectif et d'une rémunération sur la réalisation des choses qui est plutôt bien et qui est plutôt bénéfique pour tout le monde. Mais ceci étant dit, il faut dire aussi, enfin Eric l'a dit, mais l'ARS et la CEPAM
sont particulièrement bienveillants dans l'accompagnement des projets de CPTS. Hein. Vraiment. Hein. C'est la vraie question sur l'avenir. Là, on vit vraiment nos années d'or parce qu'en fait, on a un budget, une grande liberté. Donc, franchement, on peut s'éclater. Je pense que ce qui va être intéressant, et même à Paris, hein, où les premières CPTS ont maintenant presque 5 ans, et les plus récentes quelques semaines, on a encore le mal à trouver du temps pour faire des retours d'expérience entre nous, savoir ce qui a marché, pas marché, etc. On en est limite à dire qu'on va s'organiser des week-ends, ça va faire, mais bon. Mais l'idée n'est pas mauvaise, il faut trouver du temps pour faire les retours d'expérience. La question, ça va être de savoir jusqu'où on pourra garder quand même une liberté territoriale qui, à mes yeux, est clé. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, là, si, on en a une. Je suis passionnée. Je suis en charge des nations et dans les meilleures conditions. J'ai un médecin qui n'est pas à la CPTS, un pharmacien non plus. Comment je suis informée à C'est ce que disait Eric. Et c'est ce qui se passe, en tout cas, sur la région Grand Paris, parce que c'est toute la communauté d'Aglo qui porte avec les professionnels de santé. Et donc, les communes et la communauté d'Aglo participent à cet effort d'information. Donc, on n'est pas direct, c'est pas uniquement les professionnels de santé qui vont flécher ou qui vont faire vendre la bonne soupe de la CPTS. C'est bien collectif. L'hôpital participe, les hôpitaux participent, les MSP participent. En tout cas, chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais et je crois que c'est ça, c'est du donnant-donnant. Les communes participent et donc ils ont pour les. Bizarrement, aujourd'hui, par exemple, dans les Yvelines, il y a le département des Yvelines qui installe, c'est un sujet qui est là, des cabines de téléconsultation dans les mairies. Je ne comprends pas le sujet, mais certaines mairies l'acceptent parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin, tu l'as dit, qui s'exprime par la population auprès des élus de la collectivité. Donc voilà, et notamment de la commune, puisque c'est ceux qui sont le plus proches de l'engueulade. Donc voilà, donc il faut travailler avec. Ça a été dit et je ne peux que partager. Après, pour un habitant du territoire, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors après, il y a la bête recherche internet, hein, CPTS, ma zone. Hein. Normalement, assez fréquemment, les CPTS vont commencer par construire des sites qui permettent souvent d'avoir en plus une double information, soit une information un peu réservée aux professionnels avec l'accès sécurisé, soit une information auprès de la population. Ça, en tout cas, exemple, c'est très parisien, c'est relou, mais ici qu'à Paris, on a une certaine histoire. Les CPTS ont une certaine ancienneté, c'est ce qui s'est à peu près mis en place partout, et ça fonctionne assez bien. Après, il y a la vraie difficulté, pour améliorer l'accès aux soins, il faut aussi pouvoir accéder aux patients. Un exemple tout bête, on sait aujourd'hui qu'il y a une poussée politique forte pour que l'ensemble des patients sous ALD bénéficient d'un médecin traitant. La question, c'est comment on fait. Donc là aussi, on a eu un échange hyper intéressant avec la CEPAM et l'ARS qui sont venus nous voir en disant « Ok, il faut que vous fassiez un truc, vous allez faire quoi? Vous allez lancer vos professionnels de santé. Ok, super. » Je pense qu'un médecin, c'est pas parce qu'il va recevoir un mail de la CPTS qui lui dit « Hey Coco, prends les patients en ALD en médecin traitant, ça va être super », qu'il va être plus sensible que si c'était un mail de la CPAM. Ça ne sert à rien. Par contre, quand on va au bout des choses, moi j'ai 480 patients sur mon territoire qui sont sans médecin traitant en ALD ou en transfert de médecin traitant, souvent parce qu'il vient de s'arrêter. C'est 480, on va être honnête. Est-ce qu'ils sont 480 et toujours sur le territoire et en avoir besoin? Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir les contacter. Après, j'ai un problème de RGPD, je ne peux pas avoir les informations. C'est dommage, parce qu'on aura clairement dit, moi, 480 GUS, 44 médecins qui ont dit oui, on en fait 10 par mois. En une année, c'est plié. Et on va profiter de la distribution des chocolats à la mairie au mois de décembre pour mettre 3 journées où on est présent. Et là, tous les petits vieux qui ne nous ont jamais vus dans le journal, qui ne savent même pas qu'on existe et qui ne peuvent pas aller sur cptsparis8.fr, on les voit. Et là, on fait des choses pertinentes. Mais pour ça, il va falloir peut-être un jour accepter de transformer un peu les carcans réglementaires si on veut que ça fonctionne. Et nous, c'est nos projets. Après, on verra. Alors, j'ai une question pratique. Il y a de nouveaux métiers qui vont se créer dans le domaine de la santé. À côté des médecins, des pharmaciens, des infirmières, des masseurs kinésithérapeutes, il va de plus en plus y avoir des gens qui vont s'intéresser à la coordination des soins. Il y a les IPA qui sont en création, qui rament beaucoup
Et on les reçoit le 12 juillet prochain, justement, pour essayer de voir comment on peut faire en sorte de les aider à communiquer sur la qualité de leur travail. Tous ces nouveaux métiers, comment vous allez faire pour les rentrer à la CPTS? Est-ce que ça pose un problème ou est-ce qu'au contraire, ils sont naturellement comment dire, acceptés au sein de la communauté des soignants? Chez nous, ils sont acceptés, il n'y a aucun souci. Après, au contraire, il faut trouver le juste équilibre. Nous, c'est très simple. Myriam, qui est notre IPA, honnêtement, je pense que si je faisais un 35 heures de coordination, au bout de 2 semaines, j'avais SADEM. Donc l'idée, c'était qu'elle puisse faire de la coordination, mais aussi les parcours de soins. Donc elle veut continuer à pratiquer. Et moi, j'ai besoin qu'elle pratique parce que c'est en étant en contact des patients et du territoire qu'elle ressent les choses beaucoup mieux qu'en coordonnant. Donc il faut réussir à travailler ça. Et on a réussi à travailler, parce qu'on a la chance d'avoir aussi dans 2 centres de santé, un de cardio et un autre, qui ont accepté de nous faire des deals. On fait une prête, mon IPA, en échange de temps de secrétaire. Et comme ça permet aussi de garder une certaine dynamique. Après, il faut mettre en place de la coordination, mais il faut surtout avoir des acteurs de santé. Ce sera comme. Alors moi, je pense que des professionnels de santé, il y en a beaucoup. Si on crée des nouveaux métiers, c'est des nouveaux coûts. Et si on crée des nouveaux coûts, faudra absorber ces nouveaux coûts. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un vrai problème d'accompagnement des professionnels de santé dans l'évolution de ces professionnels. Il n'y a pas longtemps, il y avait des grèves à l'hôpital, puisque les médecins hospitaliers réclament, etc. etc. Enfin, une masse, j'ai une amie qui est kiné, et ils ont réévalué le coût du déplacement de 2,50 € à 2,52 €. À un moment, il faut arrêter, quoi. Donc, alors, très bien qu'il y ait d'autres professionnels, mais d'abord qu'on s'occupe de ceux qui sont sur le terrain et qui font le boulot sur le terrain aujourd'hui, avant de se dire il en faut d'autres. Ça ne touche pas les IPA, qui est une évolution d'une partie des professionnels. On a une question de LJ. Je ne sais pas qui est LJ. Ah bah si, c'est Loïc. Oui, Eric, je suis passionné par votre intervention. Et quand vous parliez tout à l'heure des ALD, pour avoir le nom des ALD dans le cadre du RGPD, ça dépend des CPAM, parce que nous, on a eu le cas aussi, et ils nous ont donné le nom, ce qui permet aux médecins traitants d'en prendre quelques-uns, quoi, hein. Et deuxième question, les IPA. Quand on parle des IPA, nous, on l'a intégré l'IPA, et l'IPA, il est venu avec le médecin traitant, ce qui a permis au médecin traitant d'augmenter sa file active de 200 à 300 patients, puis parce qu'il faisait les renouvellements. Vous voyez que c'est important que tout le monde se coordonne, c'est le fameux mot coordination. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que notre CPM en prendra exemple sur la vôtre et un jour, on donnera le nom des patients pour qu'on puisse bosser efficacement. Enfin, c'est pareil, un exemple tout bête, mais quand je dis qu'on a fait les notre IPA, pendant les 2 premiers mois de son boulot, elle devait rappeler tous les médecins pour avoir un portable et un mail parce que ce n'est pas fourni dans le dossier de la CEPAM. On se dit à quoi ça sert, Nous, on en avait 3000 et puis voilà, on a dit que c'était infaisable si on n'a pas les noms, quoi, hein. Une question. On pose la question de l'évolution des métiers qui existent déjà, mais est-ce que le préparateur de la santé des officines, et on est un peu le dernier maillon, pourrait avoir ce rôle de coordination et pourrait transmettre dans le CPTS? Alors, nous, dans notre CPTS, les adjoints, bien évidemment, sont motivés à s'inscrire en tant que professionnels de santé, et on a proposé aux préparateurs de s'inscrire en tant qu'acteurs de santé pour qu'ils aient au moins l'information. Après, la coordination, je ne sais pas si les préparateurs pourraient faire la coordination hors la pharmacie. Après, dans une pharmacie, j'ose espérer que tous les acteurs participent à cette coordination, à cette organisation. Parce que, en fait, ça dépend ce qu'on entend par coordination. Moi, dans la coordination que je fais à la pharmacie, c'est plus, je mets un mail à Myriam pour dire j'ai tel problème, il faut me le résoudre. Et en fait, ça se passe assez bien. Le problème de la pharmacie est quand même quelque chose de relativement particulier. L'entité, c'est la pharmacie. L'entité, c'est la pharmacie. L'entité juridique. L'entité juridique, de responsabilité, d'autorisation, enfin tout.
c'est la pharmacie, avec un titulaire. Très bien. Après, il a les autres travaillent sous. Voilà. Ça n'empêche pas qu'un pharmacien est un pharmacien et qu'il a ses propres responsabilités. Mais donc, voilà, un préparateur, il peut déjà développer plein de trucs dans la pharmacie, quoi. Enfin, moi, j'aimerais bien que tous les préparateurs et tous les adjoints s'engagent dans les évolutions de ce que l'on vient d'exprimer. Enfin, excusez-moi d'être cru, mais pas que, hein, mais aussi tous les kinés, tous les infirmiers, tous les médecins, et toutes les sages-femmes, et tous les pédicures podologues, etc., etc. Mais, bon, à un moment, essayons de faire à fond tout ce qu'on a à faire. Le plus, ce sera pour demain. Oui, je crois qu'il y a des vieilles querelles intestines entre les professions qui viennent du fait que chacun a eu l'impression à un moment ou à un autre qu'on voulait lui piquer son job ou ça. On n'est plus dans cette période-là. Enfin, on voit qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur une pénurie de talents et de compétences, un burn-out des professionnels. Donc, si on ne se serre pas les coudes et qu'on ne travaille pas ensemble au niveau d'une agglomération pour faire en sorte de faire avancer les choses, on n'y arrivera pas, hein. Et c'est pas les milliards du Ségur de la santé qui vont nous changer les choses. On l'a vu à l'hôpital, 19 milliards, ça a servi à rien. Ça a été complètement sec, c'est passé comme de l'eau sur un terrain sec et ça n'a irrigué personne. Et on s'aperçoit qu'il y a 50% du personnel des professionnels de santé de l'hôpital public qui sont en grève à l'heure actuelle. Donc, Non, mais on a une vraie crise des professions de santé. De toute façon, ça c'est clair. Donc, il faut travailler autrement. Mais il faut trouver le bon moyen de travailler. Et le bon moyen de travailler, c'est ce qui a expliqué. Oui, c'est le bon moyen. C'est aussi un projet. Un des bons moyens. En tout cas, orientation. Tout le monde n'adhère pas. On est toujours déçu du peu de pharmaciens qui font des spécialités. Je suis déçu qu'on n'ait trouvé aucune infirmière ou aucun kiné qui l'ait fait. Enfin, mais après, c'est tout changement. Le changement prend du temps et il faut accompagner. Il faut accepter le fait que les gens aient d'autres priorités, ne soient pas disponibles surtout. Et ce qu'il faut, c'est garder un certain élan, une certaine liberté pour ceux qui veulent faire. Question. Il y a un budget qui gère ce budget. Par exemple, votre infirmière est rémunérée pour son travail. On nous a un stage, mais elle n'a pas voulu. Du coup, voilà, est-ce que comment ça fonctionne? Alors, tout le monde est libre. Je prends l'exemple très simple. Nous, on a rencontré Myriam, on s'est dit, il faut qu'elle bosse avec nous parce que voilà, c'était très humain et voilà. Donc, on l'a embauché. Et quand je l'ai dit à d'autres CPTS, il y en a qui ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une responsabilité, embaucher quelqu'un, si c'est compliqué. C'est vrai, on peut tomber sur. Non, au sein de la CPTS. Ah non, c'est vraiment. Alors, moi, mon budget de la CPTS, il me permet de payer le salaire et les charges sociales de Myriam. Il me permet de payer les formations, les soirées de formation qu'on fait entre nous, parce qu'on ne fait pas ça avec des cacahuètes. On a un bureau, moi je suis président, on a un trésorier, on a un vice-président, on a un secrétaire général, on a un bureau et c'est ce bureau-là qui décide de l'attribution des rémunérations. On signe des conventions, on dit que c'est, malheureusement c'est pas assez, mais on voulait faire attention avec la journée qu'on prend 40 balles de l'heure à chaque fois qu'on bosse sur un projet, parce que c'est pareil. C'est super sympa de faire des choses pour tout le monde, mais arrêter, on ne peut plus demander à tout le monde de te faire pour la fille, d'autres priorités. C'est ça le soir ou le week-end. On a prévu des dédommagements qui sont prévus, parce qu'on part du principe que sinon, ça ne marchera pas. Et après, derrière, quand on fait intervenir dans nos parcours de soins des acteurs de santé dont on sait qu'ils ne seront pas pris en charge par le régime général, c'est pareil, on les rémunère pour qu'ils puissent prendre soin des patients. C'est à ça que nous servent les budgets. Et du coup, quand vous parlez de l'infirmière qui est venue à la pharmacie, elle était rémunérée directement par le fonds de la CPS. Alors, l'infirmière dont on a fait bien la face à sage-femme. La sage-femme, oui, quand elle avait décidé de se mettre en off sur ses journées de consul pour venir dans les pharmacies pour faire la prévention, elle a été payée par la CPTS parce que ça me paraissait logique qu'il n'y avait pas de perte de rémunération. Et du coup, on est d'accord que le patient paye que payer. Pour l'instant, l'ensemble des actions que nous réalisons sont gratuites. Après, comme on est à Paris, on a mis en place un nouveau système, c'est que dès qu'on fait une action comme le Santé Gain, par exemple, ou des soirées pour les personnels de santé, on met en place un système de réservation avec un paiement.
de 10 €, par exemple, pour ou 50 € pour nos soirées, ce qui a l'avantage de nous faciliter la vie sur la présence des gens. Quand ils avancent 50 €, ils s'excusent quand ils ne viennent pas, et quand ils viennent, ils sont remboursés. Voilà. Alors, Ah oui, on fait ça, c'est 200 inscrits, 30 personnes qui viennent. Puisque tu t'occupes d'un groupement, il faut faire attention avec la notion de l'exercice dans une officine pour un autre professionnel de santé. C'est pour ça que je posais la question. Donc, ce qui a été dit dans le cadre d'une expérimentation, ça peut s'entendre, mais que dans le cadre d'une expérimentation pour lancer quelque chose. Et c'est sans aucun doute le moyen aussi d'aller vers autre chose dans la coordination des soins et dans l'accompagnement de nos patients. Parce qu'encore une fois, la pharmacie doit être la porte d'entrée de la santé. Voilà. Est-ce qu'on a encore une question? Parce qu'on arrive à la fin de ce débat que je trouve tout à fait passionnant. Et comme tu le disais, Renaud, pragmatique en plus. Donc on n'a parlé que des choses qui sont des choses de montage de projet, des choses qui sont des choses de terrain. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? Je m'aperçois qu'il n'y a pas de main jaune qui se lève sur l'écran, dans la salle non plus. Non, je vais peut-être vous laisser à tous les deux le mot de la fin, et si vous voulez faire une conclusion chacun, ce sera avec grand plaisir. Moi, ma conclusion, elle va être simple. Vous n'avez rien à perdre, participer à votre CPTS du territoire. Tout à de ROS, l'exercice coordonné, j'ai oublié de le dire, sur sa prime. Donc, quand bien même vous voulez juste le faire pour le faire, vous arrêtez là, il n'y a pas de souci, faites-le. Dans le meilleur des situations, vous aurez au moins les informations sur ce qui s'y passe. Et après, je pense que vous verrez, pour l'instant, c'est pour ça qu'on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, ne participent majoritairement que des gens qui ont un petit peu envie de travailler avec les autres. Donc, on y rencontre plutôt des belles personnes, et c'est ça qui permet de faire des beaux projets. Alors, je ne peux que partager cette façon de promouvoir l'appartenance à une CPTS. Tu as parlé de la ROS, tu as raison. J'ai l'honneur de siéger au niveau national. Je pense que dans un avenir très proche, toutes les ROS seront conditionnées par quelle que soit la profession, par l'appartenance des professionnels de santé à une structure d'exercice coordonné, donc la CPTS. Donc, tant qu'à faire, allons-y, faisons-le. Moi, je pense que la pharmacie, personne ne peut parler de la pharmacie mieux qu'un pharmacien. Donc, il faut aller se battre, se remonter les manches et défendre tout ce qu'Éric vient de dire. Il faut être dans les bureaux des CPTS, il faut s'engager et il faut faire en sorte que ces CPTS marchent, y compris avec des médecins qui n'ont pas envie, parce que le médecin qui n'a pas envie, c'est souvent un médecin qui n'est pas loin de s'en aller. Voilà. Donc, comme ça, et même ceux-là, au bout d'un certain temps, ils vont... mais il n'y en a pas tant que ça, finalement. Il y en a quelques-uns, mais des mauvais coucheurs, il y en a chez les pharmaciens aussi. Donc, comme ça... on est partagé. En tout cas, je ne peux qu'inciter l'ensemble des consoeurs et des confrères que de s'engager dans tout ça, de s'engager dans cette magnifique nature qui est la dispensation protocolisée, l'accompagnement des patients, le dépistage, la prévention, l'éducation à la santé, le patient acteur de sa propre santé, tout ça, il n'y a que la pharmacie pour le faire, voilà, c'est clair. Vraiment un débat qui se termine par un appel aux belles personnes à travailler ensemble. Je trouve que c'est une belle fin. Et je vous remercie vraiment tous pour cette participation à cette réunion de ce soir qui était encore une fois tout à fait passionnante. Et puis, je pense qu'on aura encore d'autres occasions de parler des CPTS, du rôle des pharmaciens qui est absolument essentiel. Vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous avez un maillage territorial, ce qu'on n'a pas nous en tant que médecins par exemple. Donc vous êtes présents auprès de la population dans tous les coins de France.
Et si en ce moment on a des problèmes avec les professionnels de santé, en particulier des problèmes de démographie, on sait qu'on peut compter sur la Croix Verte, et que la Croix Verte à 23h, 24h à Châtillon-sur-Seine, eh ben, je peux vous dire qu'elle est allumée, alors que pour trouver un médecin, ça vaut être mes confrères, ben, vous pouvez toujours courir. Voilà, mais écoutez, très bonne soirée à tous. Merci pour tout. Si tu me permets, remercier bien sûr l'ensemble de ton équipe de FNI, et puis remercier aussi Zeyna, notre directrice, et les collaborateurs de l'URPS, et vous dire que l'URPS est présent pour tous les pharmaciens. L'URPS pharmacien est présent pour tous les pharmaciens, et les autres d'ailleurs pour les orienter s'ils veulent. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Merci Renaud. Très bonne soirée à tous. Merci à tous. Merci.